Chers amis auditrices et auditeurs, bonsoir. Nous sommes le samedi 22 janvier et je voudrais vous entretenir, une fois n'est pas coutume, au sujet d'un ouvrage écrit par un journaliste d'investigation canadien, décédé dans les années 80, qui s'appelait Serge Monat. Et j'ai choisi de vous parler de cet ouvrage qui s'intitule « Les protocoles de Toronto ». Alors bien sûr, je ne vais pas vous lire l'ouvrage, il n'en est pas question, mais je voudrais précisément vous donner lecture d'un extrait de cet ouvrage qui s'appelle « L'aurore rouge ». Alors, en quoi consiste cet ouvrage? Eh bien, d'abord, il a été écrit en juin 1967, et c'est un ouvrage qui rapporte des conversations qui auraient eu lieu au sein d'une loge maçonnique qui s'appelle la loge 666. Vous avez bien compris le rapport que cela a avec le texte biblique sur la question. Et donc ces personnes qui faisaient partie donc de cette loge, ce consortium, si vous préférez, qui s'intitule 666 ou 666, étaient des hauts responsables de la finance internationale, notamment, et donc ils vont définir au sein même de cette réunion, d'une de ces réunions, ils vont définir une stratégie commune dans le but de mettre la main, en tout cas mettre une mainmise absolue sur la vie économique mondiale et de faire peser un contrôle international de tout ce qui est agroalimentaire, de tout ce qui est pharmaceutique, de tout ce qui est notamment en rapport avec ce qui est vital pour l'espèce humaine, c'est-à-dire la nourriture, et puis bien sûr les ressources énergétiques. Et donc à travers ce document, j'appellerais ça plutôt un document, presque un manifeste, qui a été donc écrit en fait en juin 1985, il est question d'un agenda, l'agenda du nouvel ordre mondial, et qui a été écrit, oui, je rectifie, j'ai parlé de 1967, mais c'est bien 1985, où Serge Monat a écrit cet ouvrage qui s'intitule donc « L'aurore rouge ». Alors, il nous définit à travers ce texte le but du projet mondialiste, c'est-à-dire l'établissement de l'occulte mondial. Et il nous définit les moyens de financement de ce projet à travers le contrôle du FMI, du GATT, de la Commission de Bruxelles, de l'OTAN, de l'ONU et de bien d'autres organismes internationaux aussi. En fait, le but, c'est de provoquer la chute des États-nations, c'est-à-dire d'éliminer toute forme de souveraineté nationale dans les États. Alors, il y a plusieurs points intéressants par rapport à cet agenda, donc, et je vais vous énumérer, sans rentrer dans les détails, mais enfin dans les grandes lignes, la manière détaillée par laquelle ces gens-là comptaient ouvrir la route, justement, à ce gouvernement mondial. Lequel gouvernement mondial dont nous apercevons déjà les effets à travers les événements actuels, avec la pandémie, etc., tout ce qui s'ensuit. Et nous voyons qu'effectivement, ce texte est certainement une portée prophétique, puisque ça a été écrit donc dans les années 85, et nous voyons que maintenant les choses sont en train de se mettre effectivement graduellement en place.
Alors, le premier grand point, il s'agirait de multiplier la société des loisirs, en se servant notamment de l'invention de la vidéo et de tous les jeux qui lui sont rattachés, dans le but de pervertir la morale de la jeunesse et de lui offrir la possibilité de satisfaire tous ses instincts. Parce qu'un être qui est possédé par ses sens et esclave de ceux-ci n'a pas d'idéal ni de force intérieure pour défendre quoi que ce soit. Effectivement, nous voyons bien dans notre monde comment les jeunes, les enfants, déjà dès le plus jeune âge, je dirais presque, sont attirés par les jeux vidéo. Ils passent beaucoup plus de temps sur leurs jeux vidéo que sur leur travail scolaire. Deuxième point, il s'agit d'encourager la contestation étudiante pour toutes les causes rattachées à l'écologie. On voit un petit peu effectivement comment ça se passe. L'écologie est devenue, j'allais dire, un cheval de bataille pour nos gouvernements actuels. Il faut sauver la Terre, il faut faire payer des taxes sur le carbone. Enfin, on sait très bien comment, avec la COP, etc., tous ces organismes internationaux, toutes ces associations qui veulent absolument défendre la planète, lutter contre le réchauffement climatique, etc., et tous les effets pervers de la pollution qui existent. Je ne dis pas qu'il faille les nier, cela existe, mais la protection de la planète devient un enjeu majeur pour les États. Troisième point, il s'agit de combler le vide intérieur de la jeunesse en l'initiant dès son tout jeune âge à l'univers des ordinateurs. On est en plein dedans, effectivement, depuis un certain temps. Quatrième plan, il faut établir le libre-échange international comme étant une priorité absolue pour la survie économique des États-nations. Cette nouvelle conception économique nous aidera à accélérer le déclin des nationalistes de toutes les nations, à les isoler en factions diverses et au moment voulu à les opposer farouchement les uns aux autres dans des guerres intestines qui achèveront de ruiner ces nations. Cinquième point. Alors je vous lis in extenso certains paragraphes donc de ce manifeste de l'Aurore rouge. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je pourrais vous en donner les références exactes à la fin de la vidéo. Cinquième point donc, pour nous assurer à tout prix de la réussite d'une telle entreprise, faisons en sorte que nos agents, déjà infiltrés dans les ministères des Affaires intergouvernementales et de l'immigration des États-nations, fassent modifier en profondeur les lois de ces ministères. Et nous savons très bien qu'effectivement, notamment la franc-maçonnerie est au pouvoir dans pratiquement toutes les nations, et je parle pour la France. La franc-maçonnerie a un rôle majeur dans les prises de décision du gouvernement. Ces modifications viseront essentiellement à ouvrir les portes des pays occidentaux à une immigration de plus en plus massive à l'intérieur de leurs frontières. Effectivement, nous sommes en plein dans ce problème de l'immigration qui est devenu incontrôlé et donc incontrôlable. Entre parenthèses, immigration que nous aurons d'ailleurs provoquée, le mot est clair, provoquée, en ayant pris soin de faire éclater ici et là de nouveaux conflits locaux. Par des campagnes de presse bien orchestrées dans l'opinion publique des États-nations ciblés, nous provoquerons chez elles un afflux important de réfugiés qui aura pour effet de déstabiliser leur économie intérieure, on est dedans, et de faire augmenter les tensions raciales à l'intérieur de leur territoire. C'est on ne peut plus vrai à l'heure qui nous occupe. Nous verrons à faire en sorte que des groupes d'extrémistes étrangers fassent partie de ces afflux d'immigrants, ce qui facilitera la déstabilisation politique, économique et sociale des nations visées. On ne peut pas être plus clair. Sixième point. Ce libre-échange, qui en réalité n'en est pas un, car il est déjà contrôlé par nous, tout au sommet de la hiérarchie économique, noyons-le en 3 commissions latérales. Celle de l'Asie, celle de l'Amérique, celle de l'Europe. Effectivement, il y a un organisme international qui s'appelle la Commission trilatérale, qui est, je dirais, une société semi-occulte,
qui, depuis, je crois, existe depuis les années 90, si ma mémoire est bonne, peut-être un petit peu avant, qui regroupe en effet ces trois grandes régions du monde, l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Europe. Cette commission trilatérale qui a été mise au point notamment par David Rockefeller et consorts, eh bien cette commission trilatérale est en charge de grandes discussions et de grandes prises de décisions par rapport aux situations mondiales, aux guerres, aux conflits divers, aux problèmes économiques et sociaux. Et se charge donc de donner des rapports circonstanciés, rapports qui seront d'ailleurs diffusés dans pratiquement tous les États, tous les gouvernements, comme appui pour prendre les décisions qui s'imposent par rapport à la politique intérieure de chaque pays. 7e point, transférons lentement mais sûrement nos multinationales dans de nouveaux pays acquis à l'idée de l'économie de marché. Alors ce terme d'économie de marché, c'est une parenthèse mais elle est d'importance, a été reprise plusieurs fois par Jacques Attali notamment. Jacques Attali qui est notre prophète entre guillemets de ce siècle, notre annonceur de mauvaises nouvelles, l'éminence grise, j'allais dire le penseur de nos chefs d'État depuis François Mitterrand. Et donc Jacques Attali à plusieurs reprises a parlé effectivement d'économie de marché. En fait, pour lui, tout est valable pour l'économie de marché jusqu'à l'être humain lui-même. Alors je reprends. Donc transférons lentement mais sûrement nos multinationales dans de nouveaux pays acquis à l'idée de l'économie de marché, tels les pays de l'Est de l'Europe, la Russie, la Chine par exemple. Nous nous moquons bien pour l'instant si leur population représente ou non un vaste bassin de nouveaux consommateurs. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir accès en premier lieu à une main-d'œuvre esclave, c'est-à-dire à bon marché et non syndiquée, que nous offrent ces pays et ceux du tiers-monde. Tiers-monde qu'on appelle pays émergents maintenant. D'ailleurs, leurs gouvernements ne sont-ils pas mis en place par nous? Bonne question. Ne font-ils pas appel à l'aide étrangère et auprès de notre Fonds monétaire international et de notre Banque mondiale? Ces transferts offrent plusieurs avantages pour nous. Alors nous, bien sûr, ce sont les grands penseurs donc de cette élite mondialiste donc qui officie en secret dans ces loges particulières. Ils contribuent à entretenir ces nouvelles populations dans l'illusion d'une libération économique, d'une liberté politique, alors qu'en réalité, nous les dominerons par l'appétit du gain et un endettement dont ils ne pourront jamais s'acquitter. On l'a vu il y a une dizaine d'années avec le problème de la Grèce. La Grèce était surendettée et le Fonds monétaire international et l'Europe de Bruxelles n'ont rien fait de mieux que de les gaver de billets de banque, ce qui n'a pas résolu le problème d'ailleurs. Et pour s'en sortir, la Grèce a été obligée de vendre une grande part de son patrimoine à la Chine, notamment, entre autres le port du Pirée. Quant aux populations occidentales, elles seront entretenues dans le rêve du bien-être économique, car les produits importés de ces pays ne subiront aucune hausse de prix. 8e point. Ainsi, nous mettrons sur pied une économie globale, ce qu'on appelle le mondialisme, à l'échelle mondiale, qui échappera totalement au contrôle des États-nations. C'est déjà fait. Cette nouvelle économie sera au-dessus de tout. Aucune pression politique ou syndicale ne pourra avoir de pouvoir sur elle. Elle dictera ses propres politiques mondiales et obligera à une réorganisation politique, mais selon nos priorités à l'échelle mondiale. Voilà. Ils veulent avoir la main sur tout. 9e point. Par cette économie indépendante, n'ayant de loi que nos lois, nous établirons une culture de masse mondiale. Par le contrôle international de la télévision, des médias, on ne le sait que trop bien, nous instituerons une nouvelle culture, mais nivelée, uniforme pour tous, c'est-à-dire nivelée au plus bas, bien sûr, dans la médiocrité, sans qu'aucune création future ne nous échappe. C'est-à-dire qu'ils contrôlent tout. Ils contrôlent absolument tout, et tout doit passer par leur approbation. Les artistes futurs seront à notre image, ou bien ne pourront pas survivre. Et on le voit
notamment dans le domaine du show business, avec tous ces chanteurs à succès, dont la plupart d'entre eux d'ailleurs sont passés par des liens occultes très puissants, ont fait allégeance à Satan et ont vendu leur âme au diable, pour ne pas dire mieux. Fini donc ce temps où des créations culturelles indépendantes mettaient à tout moment en péril nos projets mondialistes, comme cela fut si souvent le cas dans le passé. 10e point. Par cette même économie, il nous sera alors possible de nous servir des forces militaires des États-nations, telles celles des États-Unis, dans des buts humanitaires. En réalité, ces forces nous serviront à soumettre des pays récalcitrants à notre volonté. Ainsi, les pays du tiers-monde et d'autres semblables à eux ne pourront pas être en mesure d'échapper à notre volonté de nous servir de leur population comme main-d'œuvre esclave. 11e point. Pour contrôler le marché mondial, nous devrons détourner la productivité de son but premier, c'est-à-dire libérer l'homme de la dureté du travail. Nous l'orienterons en fonction de la retourner contre l'homme, en asservissant ce dernier à notre système économique, où il n'aura pas le choix de devenir notre esclave, et même un futur criminel. Eh bien. 12e point. Tous ces transferts à l'étranger de nos multinationales et la réorganisation mondiale de l'économie auront pour but, entre autres, de faire grimper le chômage dans les pays occidentaux. On s'en est bien rendu compte. Cette situation sera d'autant plus réalisable parce qu'au départ, nous aurons privilégié l'importation massive des produits de base à l'intérieur des États-nations, et du même coup, nous aurons surchargé ces États par l'emploi exagéré de leur population à la production de services qu'ils ne pourront plus payer. 13e point. Ah oui, je n'ai pas terminé le 12e point. La dernière phrase est intéressante. Ces conditions extrêmes multiplieront par millions les masses d'assistés sociaux de tout genre, d'illettrés et de sans-abri. Point numéro 13. Par des pertes de millions d'emplois dans le secteur primaire, à même les évasions déguisées de capitaux étrangers hors des États-nations, il nous sera ainsi possible de mettre en danger de mort l'harmonie sociale par le spectre de la guerre civile. Nous avons vu, il n'y a pas si longtemps, la révolte des Gilets jaunes, qui était tout de même un semblant de guerre civile déjà. Point numéro 14. Ces manipulations internationales des gouvernements et des populations des États-nations nous fourniront le prétexte d'utiliser notre FMI, Fonds monétaire international, pour pousser les gouvernements occidentaux à mettre en place des budgets d'austérité, tiens, c'est un mot qui ne nous est pas entièrement inconnu, sous le couvercle de la réduction illusoire de leur dette nationale, de la conservation hypothétique de leur cote de crédit international et de la préservation impossible de la paix sociale. 15e point. Par ces mesures budgétaires d'urgence, nous briserons ainsi le financement des États-nations pour tous leurs méga-projets qui représentent une menace directe à notre contrôle mondial de l'économie. Point numéro 16. D'ailleurs, toutes ces mesures d'austérité nous permettront de briser les volontés nationales de structures modernes dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, du transport et des technologies nouvelles. Ensuite, point numéro 17, ces mêmes mesures nous offriront l'occasion rêvée d'instaurer notre idéologie de la compétition économique. Celle-ci se traduira, à l'intérieur des États-nations, par la réduction volontaire des salaires, les départs volontaires, avec remise de médailles pour services rendus, ce qui nous ouvrira les portes à l'instauration partout de notre technologie de contrôle. Ces transformations, point 18, ces transformations sociales nous aideront à changer en profondeur la main-d'œuvre policière et militaire des États-nations. Sous le prétexte des nécessités du moment et sans éveiller de soupçons, nous nous débarrasserons une fois pour toutes de tous les individus ayant une conscience judéo-chrétienne. Vous avez bien entendu, nous débarrasserons une fois pour toutes de tous les individus ayant une conscience judéo-chrétienne. Je n'ai rien inventé. Cette restructuration des corps policiers et militaires nous permettra de limoger sans contestation le personnel âgé, de même que tous les éléments ne véhiculant pas nos principes mondialistes. Point 19. Dans un même temps, et toujours sur le prétexte de coupures budgétaires, nous veillerons au transfert des bases militaires des États-nations vers l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Dans cette perspective, nous travaillerons à la réorganisation du mandat international des Nations Unies.
de force de paix sans pouvoir décisionnel nous amèneront à devenir une force d'intervention où seront fondues en un tout homogène les forces militaires des États-nations. C'est-à-dire que le but, c'est de créer une police internationale. Il y a déjà Interpol, qui existe depuis longtemps. Il y a aussi Europol, qui est donc une police qui est propre aux États faisant partie de l'Union européenne, qui a donc le droit, normalement, d'intervenir à tout moment dans chaque État, sans même l'autorisation des dirigeants en place. Point numéro 21. Pour accélérer ce processus de transfert, nous impliquerons la force actuelle des Nations Unies dans des conflits impossibles à régler. De cette manière et avec l'aide des médias que nous contrôlons, nous montrerons aux populations l'impuissance et l'inutilité de cette force dans sa forme actuelle. Point numéro 22. L'apparition prochaine de cette volonté mondiale d'une force militaire multinationale ira de pair avec l'instauration à l'intérieur des États-nations d'une force d'intervention multijuridictionnelle. Cette combinaison des effectifs policiers et militaires, créée à même le prétexte de l'augmentation de l'instabilité politique et sociale grandissante à l'intérieur de ces États, croulant sous le fardeau des problèmes économiques, nous permettra de mieux contrôler les populations occidentales. Vous voyez comment la notion de contrôle est partout présente. Il s'agit de contrôler, il s'agit d'avoir la mainmise sur tous les domaines de chaque État qui n'auront plus de souveraineté, et d'ailleurs la plupart du temps cela est déjà vérifié, n'est-ce pas? Il n'y a plus de souveraineté des nations, nos chefs d'État ne gouvernent rien du tout, nos chefs d'État sont aux ordres de Bruxelles, Bruxelles qui est même aux ordres donc de ces élites mondialistes qui leur dictent exactement la politique qu'ils doivent suivre et imposer aux États. Point numéro 23. Cette réorganisation policière et militaire intérieure et extérieure des États-nations permettra de faire converger le tout vers l'obligation de la mise en place d'un centre mondial judiciaire. Je ne sais pas si ça existe déjà. Effectivement, s'il nous parle plus loin d'un tribunal international, effectivement, le tribunal international existe, il est à La Haye, et donc un système judiciaire mondial, c'est exactement, qui servira pour les affaires civiles et criminelles individuelles, et l'autre, c'est-à-dire le système judiciaire mondial, pour les nations. Point numéro 24. C'est assez long. Il reste encore 3 ou 4 points intéressants, mais je tiens quand même à vous les citer tous parce que ça nous donne vraiment une idée claire de ce qui se passe actuellement, qui a commencé déjà depuis 30 voire 40 ans. Donc tout cela est organisé de longue date. Donc nous n'avons même pas à nous étonner de ce qui se passe parce que cela a été mûrement réfléchi, mûrement mis sur le papier et mûrement exécuté. Point numéro 24, disais-je, au cours de la croissance acceptée par tous de ces nouvelles nécessités, il sera impérieux, vos nouvelles nécessités, c'est-à-dire qu'on nous impose des nécessités. Il sera impérieux pour nous de compléter au plus tôt le contrôle mondial des armes à feu à l'intérieur des territoires des États-nations. Pour ce faire, nous accélérerons le plan Alpha mis en œuvre au cours des années 60 par certains de nos prédécesseurs. Alors ce plan Alpha, il est pour les États-Unis, ça n'existe pas chez nous en Europe. Ça n'existe pas en France où les armes à feu sont sévèrement contrôlées pour l'instant. N'importe qui ne peut pas acheter une arme à feu sur toute catégorie, quelle que soit la catégorie, mais particulièrement les catégories les plus dangereuses, les armes à poing notamment. Mais aux États-Unis, la liberté de porter une arme, d'avoir une arme chez soi existe toujours. Mais effectivement, ils ont pour but de vouloir recenser tous les possesseurs d'armes pour pouvoir mieux contrôler les situations et éviter des cas d'autodéfense qui pourraient être nuisibles pour les États, pour les gouvernements. Point numéro 25. Les dernières étapes se rapportent à la phase oméga, expérimentée à partir des expérimentations effectuées au début des années 70. Elle renferme la mise en application à l'échelle mondiale des armes électromagnétiques. Oui, nous sommes bien dedans. L'avenir du contrôle des populations de ces États passe obligatoirement par le contrôle absolu par nous de la production alimentaire à l'échelle mondiale
et par la prise de contrôle des principales routes alimentaires de la planète. Pour ce faire, il est nécessaire d'utiliser l'électromagnétique, entre autres, pour déstabiliser les climats des États les plus productifs sur le plan agricole. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il existe en Alaska une zone contrôlée qui s'appelle la zone HAARP, le système HAARP, H-A-A-R-P, je crois. Je ne pourrais pas vous dire exactement la signification en anglais, mais ce sont des antennes électromagnétiques qui effectivement permettent de dérégler les climats, de créer même des cataclysmes, de créer des ouragans, de créer même, je crois, des éruptions volcaniques, semble-t-il, des raz-de-marée, et des tornades, etc., enfin des orages assez violents. Donc ce système existe bel et bien. Donc l'électromagnétique, pour déstabiliser les climats des États les plus productifs, quant à l'empoisonnement de la nature, elle sera d'autant plus accélérée que l'augmentation des populations l'y poussera sans restriction. La dénaturation par moyens artificiels des produits alimentaires de consommation courante, l'empoisonnement de la nature par une exploitation exagérée et inconsidérée. On a vu comment la déforestation de l'Amazonie est en train de faire en sorte que le pays perd un des grands poumons de la planète. Plutôt, la planète perd un de ses plus grands poumons d'oxygène par ces déforestations massives et sauvages. Point numéro 26. L'utilisation de l'électromagnétique provoquera des tremblements de terre dans les régions industrielles les plus importantes des États-nations et contribuera à accélérer la chute économique des États les plus menaçants pour nous, de même qu'à amplifier l'obligation de la mise en place de notre nouvel ordre mondial. Voilà, tout cela a été écrit donc en juin 1985 et rapporté donc par ce journaliste d'investigation décédé d'ailleurs assez prématurément et de façon assez bizarre, de même qu'un prêtre catholique canadien aussi qui s'appelait le père Jean-Paul Regimbald, qui le premier, enfin en tout cas un des premiers, avait dans les années 80 dénoncé les Illuminati, le nouvel ordre mondial précisément, et avait eu connaissance de ces choses et donc les avait divulguées publiquement, ce qui lui a valu d'ailleurs de disparaître aussi, lui aussi, prématurément. Hasard ou nécessité, je ne sais pas. Alors pour terminer cet exposé un peu long, mais qui me semble très intéressant, il y a un additif à ce texte, donc intitulé L'Aurore rouge, comment manipuler la populace en 10 leçons. Déjà, vous voyez le terme de populace qui est plutôt péjoratif. Comment manipuler la populace en 10 leçons. Premièrement, la stratégie de la distraction. Élément primordial du contrôle social, la stratégie de la diversion consiste à détourner l'attention du public des problèmes importants et des mutations décidées par les élites politiques et économiques grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes. La stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le public de s'intéresser aux connaissances essentielles dans les domaines de la science, de l'économie, de la psychologie, de la neurobiologie et de la cybernétique. Garder l'attention du public distraite loin des véritables problèmes sociaux, captivé par des sujets sans importance réelle. Effectivement, on nous abreuve de tas de choses peu intéressantes et les problèmes les plus importants ne sont guère abordés dans les informations télévisées, entre autres, et même dans les journaux. Deuxième leçon, créer des problèmes puis offrir des solutions. Ça me fait penser à quelque chose par rapport à ce qui se passe actuellement avec le fameux virus, n'est-ce pas? On crée le virus, on propage le virus et on crée le soi-disant remède qui est censé mettre fin à cette épidémie. Cette méthode est aussi appelée problème, réaction, solution, effectivement. On crée d'abord un problème, une situation prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci lui-même soit demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire accepter. Par exemple, laisser se développer la violence urbaine, organiser des attentats sanglants, afin que le public soit demandeur de lois sécuritaires au détriment de la liberté, ou encore créer une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux
et le démantèlement des services publics. Et nous sommes en plein dedans. Troisième leçon, la stratégie de la dégradation. Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l'appliquer progressivement en dégradé sur une durée de 10 ans. C'est de cette façon que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles, ce que nous appelons le néolibéralisme, ont été imposées durant les années 80 et 90. Chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisation, salaire n'assurant plus un revenu décent, autant de changements qui auraient provoqué une révolution s'ils avaient été appliqués brutalement. Et j'ajouterai à cela diminution drastique des droits sociaux, les allocations familiales, etc., les remboursements de médicaments par la caisse d'assurance maladie, etc., etc. Quatrième leçon, la stratégie du différé. Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la présenter comme douloureuse mais nécessaire, en obtenant l'accord du public dans le présent pour une application dans le futur. Il est toujours plus facile d'accepter un sacrifice futur qu'un sacrifice immédiat, c'est évident. D'abord parce que l'effort n'est pas à fournir tout de suite, et puis les gens pensent que ce sera pour dans 5 ans, dans 10 ans, et d'ici là, certainement, ils changeront d'avis. Ensuite, parce que le public a toujours tendance à espérer naïvement, justement, que tout ira mieux demain, et que le sacrifice de mandat pourrait être évité. Cinquièmement, s'adresser au public comme à des enfants en bas âge. C'est exactement ce qui se passe actuellement avec cette histoire de ce que vous savez, que je ne détaillerai pas plus, mais tout le monde a compris, je crois. La plupart des publicités destinées au grand public utilisent un discours, des arguments, des personnages et un ton particulièrement infantilisant, souvent proche du débilitant, comme si le spectateur était un enfant en bas âge ou un handicapé mental. Plus on cherchera à tromper le spectateur, plus on adoptera un ton infantilisant. Pourquoi ? Si on s'adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors en raison de la suggestibilité, elle aura avec une certaine probabilité une réponse ou une réaction aussi dénuée de sens critique que celle d'une personne de 12 ans. Sixièmement, faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Faire appel à l'émotionnel est une technique classique pour court-circuiter l'analyse rationnelle et donc le sens critique des individus. Plus de sens critique, plus de sens de jugement, les gens ne réfléchissent plus, ils sont comme décérébrés. On leur dit aller à droite, ils vont à droite, on leur dit aller à gauche, on leur dit porter le masque, ils portent le masque, on leur dit enlever le masque, ils enlèvent le masque, on leur dit on ne mange pas debout dans un restaurant, ils ne mangeront pas debout dans un restaurant, etc., etc., etc. Vous avez très bien compris la tactique. Septième point, maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage. Absence de raisonnement, absence de compréhension. On est en train de carrément décérébrer les personnes en leur ôtant toute forme de raisonnement, toute forme d'intelligence. La qualité de l'éducation donnée aux classes inférieures doit être la plus pauvre, de telle sorte que le fossé de l'ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et demeure incompréhensible par les classes inférieures. Huitièmement, encourager le public à se complaire dans la médiocrité, ça on l'a déjà vu. Neuvièmement, remplacer les révoltes par la culpabilité, faire croire à l'individu qu'il est seul responsable de son malheur. Mais oui, c'est de votre faute. C'est de votre faute si le virus circule, c'est de votre faute s'il y a des contaminations qui augmentent chaque jour. C'est de votre faute. Vous êtes les seuls coupables et les seuls responsables. Donc faire croire à l'individu qu'il est seul responsable de son malheur à cause de l'insuffisance de son intelligence, de ses capacités ou de ses efforts. On ne fait jamais assez d'efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique, l'individu s'auto-dévalue et culpabilise, ce qui engendre un état dépressif dont l'un des effets est l'inhibition de l'action. Et sans action, pas de révolution. Voilà comment on tue les révolutions, comment on met sous silence toute forme de révolte et toute forme de rébellion. Et enfin, 10e point, connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Au cours des 50 dernières années, les progrès fulgurants de la science ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes, autrement dit les mondialistes. Grâce à la biologie, la neurobiologie et la psychologie appliquée, sans compter les enquêtes de surveillance d'écoute et de renseignement,
Le système est parvenu à une connaissance avancée de l'être humain, à la fois physiquement et psychologiquement. Et je rajouterai spirituellement. Le système en est arrivé à mieux connaître l'individu moyen que celui-ci ne se connaît lui-même. Le fameux « connais-toi toi-même » des philosophes anciens. Cela signifie que dans la majorité des cas, le système détient un plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que les individus eux-mêmes. CQFD. Voilà, j'ai terminé cette longue lecture. Peut-être ça va vous sembler un peu rébarbatif, mais je crois que ça reflète exactement, à quelques points près, ce qui se passe actuellement dans notre monde depuis déjà une dizaine, voire une vingtaine d'années, où nous assistons petit à petit, il est vrai, nous assistons à la mise en place de ce gouvernement mondial qui est en train de montrer son nez de façon de plus en plus voyante, je dirais presque chaque mois qui passe. Donc nous n'avons pas à nous étonner outre mesure puisque cela a déjà été décidé de longue date. Alors que faire? Eh bien, je dirais pas grand-chose, à part prier, à part demander au Seigneur de faire en sorte que ces plans, s'ils ne peuvent au moins échouer, qu'ils puissent au moins être différés, de façon à ce que nous puissions continuer à prendre soin de nos familles et surtout à évangéliser, à faire en sorte que des âmes soient sauvées pour la grande moisson que le Seigneur nous réclame. Sinon, à part cela, évidemment, c'est un peu la lutte du pot de fer contre le pot de terre, mais il y a tout de même une espérance. En tant que chrétiens nés de nouveau, disciples de Jésus-Christ, nous avons une puissance spirituelle que ces gens-là n'ont pas, bien que eux aussi aient également une puissance spirituelle, mais tournée dans le mauvais sens, tournée du côté des ténèbres, du côté de l'enfer, puisque ces gens-là marchent main dans la main avec tout ce qui est occulte, tout ce qui est paranormal, alors que nous marchons avec la puissance du Saint-Esprit, et cette puissance est bien surpassable et bien supérieure à toutes les puissances démoniaques réunies. C'est ce qui nous permet de garder toujours espoir. Nous ne baissons pas les bras, nous continuons la lutte, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, bien sûr, mais nous combattons contre les esprits méchants, contre les dominations, contre tous ces esprits dans les lieux célestes qui cherchent à nous vaincre de toutes les manières possibles. Et nous savons, et cela est écrit dans notre parole de sainte, dans la Sainte Écriture, nous savons que nous avons déjà la victoire. Voilà, que Dieu vous bénisse, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, un prochain audio. Très certainement, j'ai à cœur de vous parler de ce qu'est le transhumanisme, puisqu'on parle beaucoup de cela en ce moment. Le transhumanisme, qu'est-ce que la Bible dit à propos de cela? Très bonne fin de semaine à vous tous et à très bientôt.